Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public. La bonne humeur dont vous avez perçu les échos était due au fait que Jean-Louis Bourlange cherchait son téléphone portable importunément bruyant dans un grand nombre de ses poches, et évidemment, ça ne pouvait être que la dernière. Nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec Mathias Fekl, conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine, absolument, avocat et ancien ministre de l'Intérieur, avec Béatrice Gibelin, directrice de l'Institut français de géopolitique et de la revue Hérodote, et avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers. Nous sommes, comme vous le savez, en public un dimanche par mois, et le prochain, c'est le 17 novembre, et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur notre site. Nous sommes également partenaires de l'hebdomadaire Le 1, qui cette semaine a choisi pour titre « Pourquoi les populistes séduisent ». On signalera un article de William Boyd sur Boris le menteur, également un article de, je ne retrouve plus son prénom, Barocco, sur Alessandro Barocco, absolument. Un article de Vincent Martini sur le côté farce et tragédie. Et on remarquera aussi que Éric Fotorino repart d'une remarque de Guy Debord qui disait que la vérité n'est désormais plus qu'un moment du faux. J'ai dit tout à l'heure que nous avions une émission en public tous les mois. L'enregistrement de celle de la semaine dernière a eu une saleté informatique qui en a rendu l'écoute désagréable et difficile. Beaucoup d'entre vous s'en sont alarmés et chagrinés. Je les remercie de l'avoir toujours fait en exprimant leur soutien et leur regret plutôt que leur mécontentement. Il n'empêche que je présente à tous et à toutes les excuses de notre équipe. Beaucoup de messages pour me signaler les difficultés à nous entendre étaient empreints d'humour. L'un d'entre eux m'a dit oui, je ne suis pas dupe, c'est une ruse pour faire augmenter le nombre des contributions. Ça n'était pas le cas, mais il n'en reste pas moins que si nos finances étaient encore meilleures qu'elles ne sont, nous pourrions nous équiper de manière à éviter ce genre d'insatisfaction. C'est évidemment maintenant le moment de remercier celles et ceux d'entre vous qui nous ont permis pendant ces 2 saisons, de réaliser une fois par semaine ce nouvel esprit public. Et Jean-Louis Bourlange va remercier une première série. Je crois qu'en fait, vous aviez trouvé les moyens de me faire taire. C'était ça le moyen lequel vous courez depuis des années en vain. Non, j'hésite à imiter, surtout comme j'ai dit, j'ai récemment lu une remarquable biographie du général de Gaulle, Jasper Jackson, de Gaulle aux éditions du Seuil. J'hésite à employer les moyens des Allemands pendant la guerre, c'est-à-dire pendant que vous parlez à faire... Bien, je vous félicite de cette réserve que vous mettez. Alors moi, les remerciements que j'exprime en notre nom à tous vont à Frédéric Bégaud, à Christelle Martin, à Christian Denis et à France Belle-Île. Béatrice Gibelin. Eh bien, il me revient de remercier Benoît Moritz, Philippe Poudou, Gilles Barachin et Benoît Guillard. Philippe Boudou, n'est-ce pas? Pas Poutou. Poudou. Oui, non, je pensais simplement. C'était une plaisanterie. Nicole Niesotto. Mes remerciements à Bruno Moine, Didier Garès, Rémi Naudet-Langlois et Guillaume Grundeler. Mathias Fekl. Merci à Pierre Cuvelier, Philippe Ferras, Didier Marmet et Simon Mucha. Et à mon tour, merci à Jean Hervieux, à Françoise Marek, à Pierre-Jean Denis et à Jean Levuarnet. Nous allons maintenant nous intéresser à l'actualité ou à des éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Et nous commencerons par nous intéresser à la radicalisation des rapports sociaux. En 2013,
Le mouvement des bonnets rouges, où se retrouvaient notamment des chauffeurs routiers et des patrons transporteurs, la Fédération départementale des exploitants agricoles, la CGPME et Force ouvrière, ce mouvement obtient le retrait des mesures fiscales relatives à la pollution des véhicules de transport de marchandises. Ce mouvement, au cours duquel 10 portiques écotaxes ont été détruits ou endommagés, aboutit au retrait des mesures envisagées et à l'annonce par Jean-Marc Ayrault d'une réforme fiscale et d'un pacte d'avenir pour la Bretagne, dont le coût a été estimé à 2 milliards d'euros. En 2016, Nuit debout occupe la place de la République à Paris et suscite des rassemblements semblables en province. Il a pour origine l'opposition à la loi travail portée par Myriam El Khomri. Des blocages de raffineries et de dépôts de carburant sont organisés et la présence de casseurs conduit à l'intervention des forces de police à Paris, puis à une prise de position non violente des organisateurs du rassemblement. Bien que le mouvement se soit éteint de lui-même au bout de 2 mois, il est analysé par le sociologue Albert Augien comme, je cite, « une forme d'action politique hors parti, sans syndicat et sans chef, devenue une forme reconnue d'action politique qui dit « entre citoyens, on discute de ce qu'il faut faire ». Fin de citation. En 2016, l'occupation des terrains prévus pour la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes aboutit à l'organisation d'un référendum local qui approuve les travaux par 55% des voix, mais malgré ce résultat et la validation des 10 travaux par la justice, le projet est abandonné en 2018. En 2018, précisément, la mobilisation des Gilets jaunes contre l'augmentation du prix des carburants se traduit par des blocages de routes et de ronds-points et par des manifestations à Paris, souvent marquées par des destructions et des affrontements avec la police, dont l'action, qui se traduit par de nombreux blessés, fait l'objet de nombreuses critiques, tandis que sont dénoncées les incohérences ou l'outrance des revendications et de certains leaders. Organisé sur les réseaux sociaux, ce mouvement massivement soutenu par l'opinion et qui n'a pas rassemblé plus de 300 000 participants, développe des revendications sociales et politiques, notamment sur le référendum d'initiative citoyenne. Il obtient que le renoncement à la hausse de la taxe intérieure sur la consommation de produits pétroliers, il obtient le renoncement à la hausse de cette TICPE, l'organisation d'un grand débat national sur la transition écologique, la fiscalité, la citoyenneté et l'organisation de l'État et des services publics, et le vote d'une loi portant mesures d'urgence économiques et sociales dont le coût est évalué à 10 milliards 300 millions d'euros et entraîne une augmentation du déficit budgétaire qui passe de 2,3 à 3,2% du produit intérieur brut. Sur cette question, Mathias Feckel. Il y a beaucoup de choses sur ce thème et qui sont à la fois différentes et qui quand même convergent vers une dégradation de la qualité du débat public et de la manière d'être ensemble dans notre pays et dans beaucoup d'autres pays européens. Un phénomène qui vient de très loin, c'est la défiance. Défiance envers les élites, quelles qu'elles soient, autoproclamées ou réelles, envers les élus, envers la presse, envers tous ceux qui incarnent d'une manière ou d'une autre ce qu'un ancien Premier ministre appelait la France d'en haut. Et puis il y a des choses plus nouvelles qui se greffent là-dessus et qui, à mon avis, renforcent le phénomène, lui donnent une acuité toute particulière. Il y a d'abord les nouveaux types de mobilisation politique auxquels nous assistons aujourd'hui. Vous avez fait allusion à Nuit debout, à Extinction, Rébellion, toute une sorte de flash mob politique qui peuvent naître de manière quasiment instantanée, alors parfois pour le meilleur. C'était le début des printemps arabes, ce sont des mobilisations spontanées dans des régimes autoritaires et parfois qui peuvent aussi dévier vers des mouvements extrêmement violents. Et puis se greffe là-dessus, et à mon avis c'est presque le phénomène le plus préoccupant, une dégradation générale de la manière dont on se parle, dont on s'adresse les uns aux autres en public. Alors ça part des réseaux sociaux, on est passé à une forme de démocratie d'invective, presque même de l'insulte, de la défiance permanente. Il est absolument terrifiant d'aller regarder la nature des débats sur un certain nombre de ces réseaux, de regarder les tweets ou autres qui fonctionnent le mieux. Quand on regarde ça, on voit que ce qui marche, c'est l'insulte, c'est la mise en cause personnelle, ce sont les attaques les plus en dessous de la ceinture. Et on peut faire le lien sans jamais tomber dans les points Godwin ni quoi que ce soit, mais avec un livre qui est en train d'être beaucoup commenté à nouveau ces jours-ci, qui est le magnifique ouvrage de Victor Klemperer sur la langue du Troisième Reich, où il analyse dans le langage la montée de la violence. Et il le fait en commençant, je crois, une dizaine d'années avant, dans les années 20, en gros, au pic de la crise. Et puis, il montre comment, petit à petit, insidieusement, marche par marche, on baisse d'un cran de mois en mois, de semaine en semaine.
et il montre ensuite comment cette violence et cette haine qui se libère d'abord dans le langage, presque de manière anodine au début, et puis de manière rampante, se généralise, se transforme en violence politique. Et je crains que nous soyons, encore une fois, comparaison n'est pas raison, l'histoire ne se reproduit jamais en tant que telle, et il ne s'agit pas de tout mettre sur le même plan. Mais nous sommes aujourd'hui dans une période comme ça, de déliquescence du débat public et de la manière dont les gens s'adressent avec beaucoup d'ensauvagement les uns aux autres et d'une certaine manière perdent le respect d'eux-mêmes. Voilà quelques pistes, à mon avis, pour lancer ce débat. Je suis d'accord sur cette dégradation du débat public. Je voudrais juste faire remarquer que ceux qui ont la charge de ce débat, c'est-à-dire les journalistes, en ont une part de responsabilité considérable, parce que ça fait quand même... Enfin, l'esprit public a été créé par votre serviteur en 98 pour réagir à ces pseudo-débats qui étaient en réalité des combats de coq, dont il ne sortait rien et dans lequel tout était fait pour que l'expression de chacun soit la plus brève possible, de manière à empêcher qu'il y ait vraiment une conversation. Et ceci n'a fait, depuis 1998, que s'amplifier d'une manière si extraordinaire que c'est devenu la règle. C'est devenu la règle d'ailleurs partout, et quand je dis partout, je pense vraiment à partout. Donc sur ce plan-là, il y a quelque chose sur quoi peut-être un retour en arrière des médias ne serait pas inutile. Nicole Niesotto. Oui, il me semble, on a aujourd'hui la conjonction de deux crises importantes, une crise sociale en France, et puis une crise intérieure, donc, et puis une crise environnementale, partout à l'extérieur. Et ceci suscite, enfin, ces deux dynamiques inquiétantes suscitent des mouvements de radicalisation, sur le social, des mouvements parfois violents, comme les Gilets jaunes lorsqu'ils sont rejoints par les Black Blocs. Et ils étaient par exemple 1200 Black Blocs en mai 2019, donc c'est quand même un phénomène important. Ou du côté environnemental, des mouvements radicaux comme les zadistes de Nantes il y a quelques années, ou comme aujourd'hui, Extinction Rébellion. Et donc, on a quand même, donc sur deux crises différentes, on a une radicalisation très forte, violente ou non violente, je reviendrai tout à l'heure sur Extinction Rébellion, des mouvements sociaux. Alors, première question, est-ce que tout ça peut converger dans une espèce de violence sociale plus radicale ? Moi, je ne crois pas. Quand on regarde les Gilets jaunes, ils sont pour une redistribution de la richesse, ils sont pour pouvoir accéder plus à la société de consommation, donc ils confortent d'une certaine façon le système. Extinction Rébellion, au contraire, sont des mouvements radicaux qui veulent détruire la société de consommation, non pas l'aménager, mais la détruire profondément, et on peut se demander quel est le mouvement le plus violent des deux. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, ça n'est effectivement pas la première fois en France qu'on a ces violences sociales, et on les a chaque fois que les gens ont le sentiment que les partis politiques ou le système de la démocratie représentative sont devenus impuissants, c'est-à-dire ne peuvent pas régler les crises qui les affectent personnellement. Donc on a eu effectivement les bonnets rouges en 2013, avant on avait les camionneurs en 96, on a eu les émeutes de banlieue en 2005, puis tout ce que vous avez cité, Philippe. Et de façon récurrente, à côté de ces mouvements sociaux violents, il y a des groupes qui sont organisés sur la violence. On a eu les skinheads jusqu'à l'assassinat de Méry, les skinheads dans les années 80, on a eu les hooligans dans les stades, on a les black blocs aujourd'hui, et donc la difficulté, c'est de reconnaître ce qu'il y a de spécifique. En 2019, je crois qu'il y a deux nouveautés. La première nouveauté, c'est qu'on voit apparaître une violence écologique. Vous n'en avez pas parlé, mais les végans, enfin le mouvement pro-végan est un mouvement écologique violent qui attaque les boucheries, qui attaque les bouchers, alors au nom d'une cause tout à fait estimable qui est le bien-être ou la défense des animaux, mais je crois que c'est quand même la première fois qu'on a une revendication écologique qui
explicitement revendiquent la violence. Ça, c'est la première nouveauté. Et la deuxième nouveauté, c'est qu'on a l'inverse. Également, on a des mouvements écologiques qui se fondent sur la non-violence et la désobéissance civique comme Extinction Rébellion. Alors moi, je voudrais dire un mot sur ce mouvement dont j'ai pu apprécier la grandeur et la misère, puisque j'habite exactement là où ils ont occupé la place du Châtelet pendant 4 jours. Alors, c'est un mouvement international qui est né en Grande-Bretagne il y a quelques années, mais qui a des ramifications partout, même si chacun est indépendant, en particulier le mouvement anglais financé par des milliardaires. Ça n'est pas le cas du mouvement français. Et ils ont un programme extrémiste qui est donc la suppression de l'impérialisme capitaliste et donc interdiction de construire des nouveaux bâtiments, interdiction de prendre l'avion, interdiction de faire des enfants parce que tout cela pollue et au nom de la sauvegarde de la vie, c'est tuer la vie. Et là, je me demande ce qu'on appelle la violence sociale. Je veux dire, je trouve qu'il y a une violence extrême dans cette volonté d'annihiler, sans passer par la représentation démocratique, sans passer par l'épreuve démocratique, d'annihiler le système sur lequel on est fondé. Et la question de la représentativité démocratique, elle peut quand même se poser pour ces mouvements. On a vu aux élections européennes de mai 2019 un mouvement animaliste qui avait des ramifications en Europe entière, qui a fait un certain nombre de voix, un très bon score, ce qui prouve que la démocratie représentative peut servir à contester, y compris son propre système, mais ceux-là sont dans une violence absolument extrême par rapport à la revendication sociale, donc pour moi, ils sont hors société. Béatrice Gibelin. Bien, la réflexion qu'on avait prévue, c'est l'État face à la radicalisation des revendications et à la montée de la violence. C'est comment l'État peut réagir face à ça. Alors, bien évidemment, la violence politique, c'est un phénomène très ancien. Il prend des formes, comme l'a dit Mathias, qui sont nouvelles par le biais des réseaux sociaux, assurément, et sans doute aussi par une prise de conscience par un plus grand nombre de gens, d'inégalités insupportables. C'est-à-dire que dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est le sentiment que c'est toujours les mêmes qui doivent payer et que les autres s'en sortent beaucoup. Le discours Macron, c'est le président des riches, et un des ressorts, je pense, de cette affaire des Gilets jaunes. Avec une idée aussi, Nicole l'a dit, au fond d'une sorte d'impuissance du politique qui fait que on voit pas les choses s'améliorer, on ne le supporte pas. Et je verrai un autre élément, sans doute aussi lié aux réseaux sociaux, c'est une forme d'impatience. Ça fait trop longtemps, et au fond, quand nous prenons les modes démocratiques classiques, on n'est pas entendu. Et d'ailleurs, dans le cadre des Gilets jaunes, au début, même ici, au Nouvel Esprit Public, on n'a pas pris la mesure, je me souviens de la première émission qu'on a faite sur les Gilets jaunes, on n'avait pas pris la mesure de la force de ce mouvement, et encore moins de sa durée. Et puis, il est vrai que c'est après un premier samedi de décembre, avec une grande violence qui a choqué beaucoup, que le président, le jeudi ou le mardi 10 décembre, a lâché, on va dire, des sommes extrêmement importantes. Ce qui a crédibilisé l'idée que pour se faire entendre, il faut aller casser. Parce qu'autrement, on ne se fait pas entendre. Et casser des choses très symboliques. Car pour une fois, la manifestation n'était pas entre Bastille Nation, mais elle était sur les Champs-Élysées, symbole effectivement d'un capitalisme mondial extrêmement florissant pour quelques-uns. Et on s'attaque à l'Arc de Triomphe. Et au Fouquet's. Pardon ? Et au Fouquet's. Et au Fouquet's. Deux lieux très, très emblématiques. Et non seulement ça, mais l'Arc de Triomphe, c'est là qu'on voit le président de la République, dans toute sa majesté, déposer des gerbes. C'est pas seulement le bâtiment, c'est le lieu qu'il représente dans la République. Donc moi, je pense que ces violences politiques, qui sont anciennes, elles prennent, on l'a rappelé, mais dans une histoire courte, mais elles sont bien plus anciennes que cela. Elles ont toujours fait, j'allais dire, d'une certaine façon, partie de la possibilité d'une expression quand on n'arrive pas à se faire entendre. L'autre point que je voudrais dire, c'est que on trouve la violence illégitime
quand on est de l'autre côté de la barrière, je veux dire, c'est quand on analyse, on trouve ces formes de violence parfois illégitimes. Mais pour ceux qui sont dans le combat, ce qu'ils estiment parfaitement légitime de devoir se faire entendre. Il y a des regards qui sont différents. D'ailleurs, comment parle-t-on des uns ou des autres? C'est un débat important du vocabulaire qui est utilisé pour parler de ces choses-là. Et pour l'État, je termine, pour l'État, cette perte de confiance profonde qu'il y a rend effectivement la prise en compte de cette violence qui, pour moi, a pour ressort d'abord de très graves inégalités qui se sont profondément accentuées sur ces 20 dernières années. Jean-Luc Bourlanges. Oui, vous avez dit des choses très graves et très justes. Et moi, je vais simplement commencer par 2 petites anecdotes pour mettre un peu de facétie dans... je crois que Nicole a tort de dire que c'est la première fois que la révolte véganiste prend une forme violente. Il y a un exemple extrêmement précis qui est fourni par Drôle de drame, le célèbre film de Marcel Carné, dans lequel Jean-Louis Barrault joue le rôle d'un boucher, d'un cycliste nommé Crom, si je me rappelle bien, et qui tue les bouchers. Et il a un slogan extraordinaire: j'aime les animaux, les bouchers tuent les animaux, je tue les bouchers. Ce qui était un syllogisme à l'état pur de Prévert. Et quant à l'autre allusion, je ne résiste pas, quand on évoque la situation de l'Arc de Triomphe, de rappeler que c'est effectivement un cimetière national, et Denis Kessler, qui dirige une grande société qui est 6 avenue Kléber, a exhumé un texte du code fiscal selon lequel les gens qui ont une résidence devant un cimetière sont exonérés, je crois que c'est la taxe d'habitation ou la taxe foncière. Et donc il a écrit aux services fiscaux en disant qu'étant devant un grand cimetière national, il réclamait une exonération de la taxe foncière. L'histoire ne dit pas s'il a eu gain de cause. Alors pour être un peu plus sérieux, je crois effectivement que d'abord, je crois que Béatrice a raison de dire que notre sujet, c'est l'État et de façon générale, les politiques. Et je voudrais dire quand même l'étendue du désarroi qui est celle d'un homme public. Je pense que c'est celui de Macron, c'est celui des ministres, c'est celui des parlementaires, c'est celui des élus locaux, devant des formes d'action qui sont extrêmement déconcertantes parce qu'elles mettent en cause ce qui est fondamental chez nous, c'est-à-dire le souci de rationaliser un problème. Or là, nous avons bien un refus de tout ce qui fait la légitimité ordinaire d'une décision politique. On a au départ un refus du diagnostic. Parce que le diagnostic, ça consiste à identifier des causes précises, à les relativiser. Bon, un refus la hiérarchisation des priorités. On met de l'ordre. Le refus du temps. On sait très bien qu'une action se développe dans le temps. Or, cette revendication multiforme que vous avez décrite, elle est essentiellement instantanéiste. Le refus du compromis. Or, nous sommes bien dans une situation où les catégories sociales, les partis politiques sont de plus en plus dressés. J'ai été très frappé du débat sur le CETA. Je crois qu'il y avait, au moment de la ratification du traité de libre-échange avec le Canada, je comprends très bien que des gens, à droite ou à gauche, qui ont accompagné la négociation, se disent « le monde a un peu changé, il y a des priorités qu'on n'avait pas prises en compte sur l'écologie, etc. » et qu'ils changent leur vote. Je crois que c'est... Mais ce qui était frappant, c'était le caractère absolument intolérant de cette revendication. Que ce soit à gauche ou à droite, on disait « c'est une honte ». Les socialistes disaient « c'est une honte » que vous fassiez ratifier le traité que Hollande a signé. Et la droite, on disait c'est une honte que vous fassiez ratifier une négociation dont Sarkozy avait posé les bases. Ça veut dire qu'il y a une volonté d'en découdre qui est proprement irrationnel, alors qu'on aurait pu s'entendre pour dire, écoutez, ce truc, il faut revoir la copie, c'est pas le moment, etc. Il y avait vraiment une façon de dire les choses. Non, on surfe sur une violence. Et le refus du compromis, moi, je l'ai senti très, très frappant, je crois que je l'ai déjà dit, de façon très frappante au moment de l'élection présidentielle. Je crois qu'il faut toujours comparer l'élection présidentielle de 2017 à l'élection présidentielle de 2002, puisque c'est dans les deux cas, on a
une configuration assez voisine, c'est-à-dire un candidat qui est globalement le candidat des Républicains face à un candidat ou une candidate d'extrême droite. Or, en 2002, Chirac, qui ne jouit pas d'une popularité extraordinaire, qui fait d'ailleurs 20% à aller au premier tour, il fait moins que Macron en 2017. Au second tour, tout le monde se fédère autour de lui. Il fait 83%, 2% des voix contre 18% à Le Pen. Pourtant, il sort de l'affaire Méry. Enfin, c'est pas glorieux. Je veux dire, le premier septennat de Chirac n'était pas glorieux. Là, on a au contraire un effondrement total. Voilà, Mélenchon n'arbitre pas clairement entre l'abstention enfin, il laisse quand même une ombre sur la légitimité potentielle de Le Pen. Nous avons Monsieur Bellamy. Monsieur Bellamy dit, je me rappelle très bien, à France Inter, parlant à ma personne, comme disent les huissiers, dit au second tour, je lui dis, vous allez faire comme Monsieur Fillon, vous allez voter pour Monsieur Macron au second tour. Il dit, je n'accepte pas la tyrannie morale d'avoir à choisir entre Le Pen et Macron. Et d'ailleurs, ça n'est pas, je dois lui reconnaître cette chose, ça n'est pas par complaisance à l'égard de Le Pen. C'est par un égal refus. Il est catho, l'extrême droite est païenne, c'est pas du tout sa cup of tea. Simplement, il estime que ce sont deux formes de l'antéchrist, le macronisme et le lepénisme, et il ne choisit pas. Donc, il est muré dans une espèce de truc, on voit qu'il est muré dans 8,5%, comme ça, il apparaît quelque temps plus tard. Donc, on est vraiment dans un système de... Alors, on peut discuter, ça rend très difficile parce que ça conduit à la surenchère, à l'abus des symboles, au goût de la violence, à l'absence du principe de contradiction. Alors, on peut s'interroger sur les origines de cela, mais peut-être va-t-on en reparler dans un instant. On va peut-être faire un tour. Simplement, il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire, j'ai été frappé comme tout le monde par les images des pompiers manifestants cette semaine et de la réaction de la police. Mais je pense que l'image la plus forte, en tout cas pour moi, ça a été ces pompiers qui arrivaient et qui s'agenouillaient les uns après les autres en mettant les mains sur la tête avant que la répression ne s'abatte sur eux, et donnant le sentiment, qui est partagé par beaucoup de gens, que les questions posées dans les moments encore froids, ou en tout cas seulement tièdes, ne sont pas prises en considération jusqu'à ce que le feu soit mis à la baraque. Mathias Fekl. Ils ne sont pas pris en considération ni avant ni après. Oui. Il me semble qu'il y a un écart entre la manifestation irrationnelle avec des dynamiques propres de violence qui s'entraînent elles-mêmes de certains problèmes, et puis quand même un fondement rationnel. Je m'explique. Il est tout à fait évident que certains mouvements débordent, et débordent sans doute d'ailleurs des intentions de leurs initiateurs eux-mêmes, mais il y a un certain nombre de faits qui expliquent aussi que les gens ont des raisons objectives aujourd'hui d'avoir une défiance très forte et de s'être éloignés comme ça du pacte social et du pacte républicain. D'abord, il me semble, et je prends ma part, que les gouvernements, quels qu'ils soient, dans à peu près tous les pays d'Europe depuis 20 ans, 30 ans, ont beaucoup trop théorisé leur propre impuissance. Et ont considéré qu'une de leurs raisons d'être, c'était après tout de se priver progressivement de toute une série d'outils d'intervention. Je ne dis pas qu'il faut revenir à l'économie administrée, c'est pas du tout mon propos, mais de se dire après tout, aujourd'hui, le rôle des politiques publiques, c'est d'accompagner le triomphe mondial du néolibéralisme, du marché qui fonctionne. Et du coup, l'impuissance publique que beaucoup constatent est quand même une réalité. Quand vous voyez sur les grandes décisions de politique économique, la manière de répliquer rapidement en Europe aux décisions parfois absurdes d'ailleurs du président des États-Unis, bon, il y a des déficiences. Et si une personnalité aussi absurde d'une certaine façon que Trump réussit encore aujourd'hui, malgré ses outrances, malgré sa violence, sa misogynie, son racisme, etc., à avoir une base solide, c'est parce que les gens se disent, lui, il nous défend et il est capable encore d'imposer notre point de vue et d'aller contre cette espèce de laisser-faire, laisser-aller permanent. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que quand même, et là je parle plutôt pour la France que pour d'autres pays que je connais moins bien, il y a un vrai recul des services publics dans des pans entiers de notre territoire depuis des années. Quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital, le mouvement, il est fondé. C'est vrai que vous avez des gens qui assurent parmi les missions les plus nobles et les plus indispensables d'une société, qui sont vraiment à l'essence même de ce que peut être la survie de l'humanité, et qui sont parmi les moins payés. Vous avez toute une série de bullshit jobs
qui sont aujourd'hui valorisés socialement, pécuniairement, financièrement, en termes de reconnaissance, etc. Et face à ça, vous avez des gens qui mettent 2 heures de trajet pour faire domicile-travail, qui sont payés au lance-pierre et qui assurent, encore une fois, des missions fondamentales. Donc, il y a aussi de l'objectif dans tout ça. Alors, ça se traduit ensuite par une défiance sans doute excessive. À Rouen, par exemple, la défiance immédiate envers tout ce que vont dire les représentants des autorités, quels qu'ils soient, que ce soit le préfet, que ce soit un membre du gouvernement, etc. Là, on est dans autre chose. On est dans de l'hyperméfiance, parfois du complotisme, qui sont extrêmement graves. Mais encore une fois, il y a des fondements qui viennent de très loin et que je pense on ne peut pas écarter d'un revers de main quand on veut faire le bon diagnostic. Nicole Desautos. 2 points très rapides. Le premier, que je n'aurai pas le temps de développer, mais c'est quand même le lien entre la violence de rue et la violence institutionnelle, autrement dit la violence policière. On l'a vu au début des Gilets jaunes, la police était relativement tranquille et elle s'est laissée déborder dès le 2e samedi. Et ensuite, on a vu qu'une dynamique se créait entre la violence des Gilets jaunes ou des Black Blocs et les excès. Parfois de la police. Alors que quand on voit les consignes qui ont été données face au mouvement Extinction Rébellion, qui est un mouvement non violent, en tout cas qui se revendique comme non violent, même si moi je le trouve violent, là, les instructions qui ont été données à la police, c'est surtout de ne rien faire, les laisser. Donc on peut se demander comment cette dynamique va évoluer à l'avenir. Peut-être que les mouvements non violents vont peut-être pacifier les excès policiers. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a dit, et Béatrice Gibelin l'a dit, c'est que la violence, elle vient des inégalités sociales qui se creusent et qui sont insupportables. C'est vrai, mais pas que. Moi, je voudrais vraiment insister sur ce point. Il y a une violence aujourd'hui qui n'est non pas simplement des inégalités sociales, mais de la fragilité de la planète. Et ça, cette violence, elle est sourde. Pour l'instant, elle est contenue, mais elle est totalement contradictoire avec celle des Gilets jaunes. On l'a bien vu, le mouvement naît parce qu'on veut augmenter la taxe carbone pour protéger la planète. Et pendant tout ce débat, on a eu la question de savoir si le gouvernement allait choisir d'améliorer les fins de mois ou empêcher la fin du monde. Et donc, cette contradiction, elle met les gouvernements aujourd'hui, y compris le nôtre, dans un choix entre 2 violences. C'est-à-dire, soit il choisit le social et on va aller vers une radicalisation de plus en plus violente des mouvements environnementaux, écologiques, soit il s'agit de protéger la planète, comme l'Union européenne, je crois, va le faire au détriment du social. Et à ce moment-là, on aura d'autres mouvements gilets jaunes à redouter. Donc, de toute façon, on aura la violence, si on te suit. Oui. Non, peut-être. Je pense aussi, si vous voulez, que au fond, la violence, c'est quand même la ressource des plus pauvres. C'est-à-dire comment se faire entendre quand on n'a pas, le verbe, la possibilité de s'exprimer. C'est une expression très directe et qui prend des formes extrêmement agressives. Et je pense que dans nos sociétés, on va dire, normalement plus éduquées, plus policées, ces formes de violence sont très mal acceptées. Dans l'histoire, des formes de violence extrême, on en a connu, avec des dégâts extrêmement importants, barricades ou autres. Aujourd'hui, on a énormément de mal à tolérer ça. À la fois, c'est une société d'intolérance, mais qui a un seuil, très bas quant à accepter, comprendre la violence qui va s'exprimer. Je pense que c'est une donnée qui est importante. Et puis, il y a une question qui a été plus ou moins soulevée, c'est la question du comportement de la police dans ces moments-là. Et quand il y a erreur de comportement, et je pense que dans le cadre des Gilets jaunes, dans les premières réactions, elles ont été inadaptées et ont contribué à aggraver l'affrontement. Or, aujourd'hui, tout le monde filme tout. C'est-à-dire que les images sur les réseaux sociaux vont aggraver considérablement la question. Et moi, je suis un peu préoccupée par ce discours anti-flic, anti-police, qui veut dire derrière anti-État. Si en 2015, les Français, à la suite des attentats, ont à la limite embrassé leurs policiers et les ont applaudis lors de la grande manifestation, c'est plus le cas aujourd'hui. Et ça, pour l'État, face à ces questions-là, puisque c'est une préoccupation extrêmement importante dans la nécessité de former correctement les policiers qui sont à l'affrontement de ces violences. Leur comportement est absolument essentiel pour éviter des dérives. Jean-Louis Bourlanges. Oui, c'est vraiment un très grand débat. C'est très difficile de l'aborder de façon non schématique, non caricaturale.
Sur la question que pose Mathias sur les inégalités, moi je crois effectivement que les inégalités sont très grandes, très profondes, mais je ne crois pas que ce soit la cause déterminante. D'abord parce que ce n'est pas vrai qu'elles se soient réellement aggravées ces dernières années. On a toujours une fonction publique qui est extrêmement importante, un taux de dépenses publiques considérable. En revanche, elles sont de plus en plus mal ressenties. Et je comprends qu'elles soient mal ressenties. Il n'y a aucune raison que les gens se considèrent comme très heureux parce qu'ils gagnent, parce qu'ils ont la vie de galère que vous décriviez tout à l'heure. Mais pourquoi on passe d'une situation d'inégalité acceptée à une situation d'inégalité refusée? C'est ça le phénomène, et c'est évidemment extrêmement grave. La France est un pays pauvre. Je maintiens que la France est un pays pauvre au regard des désirs de ses habitants. Le produit intérieur français ne permet pas de donner beaucoup plus. Le président de la République a distribué quelques milliards, mais on ne sait pas où les trouver. Est-ce qu'il y a une véritable inégalité de revenus? Il y a des fortunes insolentes au niveau du CAC 40, etc. Mais globalement, si vous attaquez fortement les cadres supérieurs, ils vont pas tarder à être aussi dans la rue. Enfin, c'est un jeu qui est un jeu avec des moyens relativement limités. Et tant que nous ne développons pas de la croissance, et la croissance elle-même pose des problèmes écologiques que l'on sait, etc., on a du mal. En revanche, alors il faut savoir pourquoi c'est ressenti. Puis d'autre part, là je crois que c'est très vrai, c'est l'impuissance. Je crois que le Manitoba ne répond plus, effectivement. L'appareil d'État ne fonctionne plus. Moi, je suis très sensible à ce qu'a dit Béatrice sur la police. Je pense que c'est inévitable qu'il y ait des bavures. La violence a été tellement gratuite, tellement déchaînée dans les premiers mois de l'affaire des Gilets jaunes. On n'est pas naïf. On sait très bien que quand il y a de la violence et de la réaction policière, il y a forcément des bavures. C'est évident, il faut les limiter, il faut les voir, mais il y en aura toujours. Mais là, si vous voulez, la tension est telle dans la rue qu'il y a inévitablement des bavures, et j'étais très sensible également, moi, là, j'ai vécu ça directement. J'étais à l'Assemblée au moment où il y a eu ces heurts entre les gendarmes. J'étais dehors, donc je rentrais à l'Assemblée entre la police et les pompiers. J'ai aussitôt envoyé un tweet à ma camarade Marielle de Sarnez en lui disant ça, c'est vraiment très grave, ça me rappelle la grève des policiers en 1958 du temps de Félix Gaillard. Bon, donc j'ai une bonne mémoire. L'avantage d'appartenir à l'ancien monde, même si on est dans la nouvelle majorité, c'est qu'on a un peu de mémoire. Bon, mais donc je lui dis, j'ai tout de suite ressenti que c'était grave. Donc on a ce sentiment profond d'impuissance. Moi, je crois qu'il y a mille raisons à tout cela. Je crois à la dimension religieuse de l'affaire. Je crois que l'effondrement des convictions religieuses plonge une grande partie des religieuses, à droite la religion catholique, à gauche la religion de l'histoire. Madame H, comme dirait Régis Debray, le Parti communiste, la gauche a fait muter ses revendications d'un espoir collectif à des revendications individuelles, et la droite est dans son culte de l'argent, etc. On est vraiment dans un univers qui est déserté par toute perspective à moyen terme, ce que Régis Debray, justement, je le cite encore, résumé en disant avant c'est simple, l'espérance de vie c'était 50 ans plus l'éternité, maintenant c'est 80 ans sans l'éternité, faites le compte. Ça, c'est moi. Donc il y a une exaspération, et cette exaspération d'angoisse de la mort, ça se tourne vers la violence, le sexe et le nouvel esprit public. Non, justement, nous sommes les derniers des Mohicans. Donc, il y a ça. Mais au-delà de ça, moi, je pense que ce sentiment d'impuissance, il naît d'une sorte de la fin de l'ère néolithique. Je crois que nous sommes en train de vivre quelque chose de fondamental, qui est la fin de l'ordre civilisationnel politique sur lequel nous vivons depuis 10 000 ans. C'est-à-dire l'identification totale du pouvoir politique pertinent et d'un territoire déterminé. Nous sommes maintenant, il y a une déconnexion complète entre le territoire et l'intérêt général, l'intérêt précis, l'intérêt particulier ou général d'ailleurs, qui se joue sur des choses tout à fait différentes. Et on voit les forces qui sont adaptées à cette révolution, d'abord les multinationales, l'empire du crime,
un certain nombre de prédications religieuses, comme l'islam, qui sont des choses transfrontières, qui ont un pouvoir qui ignore les frontières, et une incapacité de nos régimes à organiser une solidarité politique sur d'autres bases qu'un État-nation qui lui-même est contesté de l'intérieur et se décompose de l'intérieur. Et ça, et alors ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point ce diagnostic n'est pas du tout ressenti par les gens comme tel. La réaction des gens, c'est de dire il faut plus de souveraineté d'État, plus d'État, plus de souveraineté, moins d'Europe, plus de pouvoir de proximité, alors qu'en réalité, nous avons besoin de construire un système fondé sur la subsidiarité, c'est-à-dire des niveaux de compétences mondiaux, européens, nationaux, régionaux, communaux, différents, et cette différenciation-là, elle est extrêmement créatrice d'angoisse, d'inquiétude. Les gens veulent que le pouvoir soit quelque part. C'est pas pour rien que Macron parle de souveraineté européenne, ce qui est un abus de langage d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de souveraineté européenne, mais il parle de ça parce qu'il veut dire que le pouvoir doit s'identifier quelque part. Évidemment, il est incapable de mettre en œuvre concrètement cette identification de la souveraineté de l'Europe. Mais on vit cela, le pouvoir échappe de partout, fuit de partout, et ça donne aux gens un sentiment profond d'angoisse face à tous les mouvements de capitaux, de migratoires, d'insécurité, de religion qui les enveloppent, les dépassent et les inquiètent au dernier degré. Mathias Fekl. Je ne sais pas si ça remet en cause 10 000 ans, je n'en doute pas, mais je ne suis pas assez spécialiste du sujet. En revanche, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a une remise en cause du libéralisme politique tel qu'on le connaît aujourd'hui et de la démocratie représentative. Moi, j'ai toujours fait partie de ceux qui pensaient qu'il y avait besoin d'un Parlement fort pour que des décisions puissent être appropriées, débattues sous le regard du public. Mais je reconnais aussi que c'est pas du tout aujourd'hui la tendance que ça prend. Alors déjà, sous la Ve République, le Parlement n'a jamais été particulièrement puissant, mais aujourd'hui, il n'y a aucune mise en cause personnelle là-dessus. Mais un Parlement que vous pouvez contourner par les réseaux sociaux en vous exprimant directement, qui par ailleurs peine à trouver sa place à un moment de toute la violence politique qu'on a décrite et où le président de la République a repris la main avec les grands débats, mais qui du coup mettent face à face le chef de l'État avec des panels de citoyens et un Parlement qui, au final, est appelé à valider ce qui a été, je ne sais pas s'il faut dire décidé d'ailleurs, mais envisagé dans les grands débats. Là, il y a un sujet fondamental et l'exemple type de cet effondrement de la démocratie parlementaire représentative, à mon avis, est donné aujourd'hui par le Brexit. Parce qu'il y a un aspect terrifiant pour l'Europe à laquelle nous croyons, au projet européen que nous aimons, mais il y a aussi quand même une remise en cause de la plus ancienne démocratie parlementaire au monde, qui, incapable de transposer les résultats d'un référendum, s'est complètement effondrée sur elle-même, avec des débats parlementaires qu'on a tous suivis, surréalistes, l'incapacité peut-être bientôt relevée sur la question du Brexit, mais je crois qu'il y a là-dessus vraiment une réflexion fondamentale à mener sur qu'est-ce qu'une démocratie représentative dans la nouvelle ère numérique que nous vivons. Je veux juste ajouter un point sur les violences policières. Moi, j'ai toujours refusé de m'exprimer là-dessus. C'est pas faute d'avoir été sollicité parce que j'ai jamais voulu faire, en tant qu'ancien ministre, l'inspecteur des travaux finis sur quand même des mouvements qui sont inédits, des difficultés extrêmement fortes et puis une violence qui a été subie aussi par la police. Il faut rappeler que la police, ce sont des jeunes femmes, des jeunes hommes issus bien souvent des classes populaires et des classes moyennes qui se prennent une violence immense en pleine figure avec le terrorisme et avec des mouvements maintenant où ils sont confrontés à des jets d'objets extrêmement violents, ils peuvent se faire incendier au sens propre, c'est-à-dire être transformés en torches. Donc, il faut aussi rappeler toujours ce sujet-là. Mais je pense qu'il y a une double difficulté, d'abord aujourd'hui d'adaptation de nos doctrines de maintien de l'ordre. Et ça appelle un travail de fond extrêmement important à faire avec les forces et pas contre elles. Puis le deuxième sujet, c'est que tant que les forces de l'ordre seront là pour régler en bout de course absolument tous les problèmes que notre société n'a pas pu régler dans le social, dans l'éducation, dans la culture, etc., de toute façon, il y aura quand même à la fin des impasses incontournables.
Deux mots sur le Brexit, juste pour dire que nous enregistrons l'émission la veille du vote de Westminster, mais aussi pour dire qu'un jour, il faudra qu'on consacre un peu une émission au système britannique et notamment au système parlementaire, parce que c'est à la fois la plus vieille démocratie d'Europe et en même temps, c'était la démocratie la plus élitiste. Enfin, combien de révoltes ont eu lieu en Grande-Bretagne pour élargir le corps électoral et pour faire en sorte que finalement tout le monde vote. Et alors on dit toujours, ah oui, mais les Britanniques et les femmes ont voté avant la France. Oui, d'accord, mais d'abord, en France, les femmes n'ont pas voté à cause de la gauche, elles ont voté. Elles ont voté en 2 temps. Oui. D'abord, les femmes, ça c'est génial, de l'empirisme britannique. La première loi a été de faire voter les femmes qui ont plus de 25 ans, donc un âge de maturité plus vieux que les hommes. Et puis après, on a aligné sur les hommes. Ça, c'est vraiment du British signé. Nicole Liesotto. Oui, 2 points. D'abord sur le décalage entre la violence de ces mouvements et notre sidération devant la violence, c'est-à-dire la difficulté d'acceptabilité de cette violence sociale. On a exactement la même chose par rapport à la scène extérieure. Et Pierre Asner avait théorisé en son temps ce phénomène de l'embourgeoisement de nos sociétés, c'est-à-dire l'impossibilité d'accepter que dans les interventions extérieures, dans les guerres, il y ait plus que 0 mort. Il l'avait d'abord théorisé sur les États-Unis, ensuite sur les interventions française et européenne. Et on le voit aujourd'hui, quand un soldat français meurt, alors que c'est son métier de prendre un risque de mort, ça donne lieu à des obsèques nationales, une émotion nationale. Et donc, l'acceptabilité de la violence extérieure est aujourd'hui très, très faible. Et pareil sur l'acceptabilité de la violence intérieure. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut en conclure, mais je crois qu'effectivement, on a ce décalage de plus en plus grand entre des mouvements violents, des résistances très fortes, de même que dans les interventions extérieures, on en aura de plus en plus, parce que la violence augmente et on aura de plus en plus de difficultés à faire accepter nos interventions extérieures. Deuxième point, sur la fin de l'ordre néolibéral dont a parlé Jean-Louis, moi je suis complètement d'accord, et d'ailleurs on le voit là aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'extérieur, sur la fin du système occidental multilatéral dominé par les États-Unis, système que Donald Trump est en train de détruire, et à l'intérieur, on le voit avec la crise, comme je l'ai dit au début, de la démocratie représentative, cette impression que les gens ont que ni les partis ni la politique n'arrivent à régler leurs problèmes. Et je crois qu'une des raisons de cela, c'est qu'on est passé à une démocratie complètement individualisée. C'est-à-dire chacun est aujourd'hui le critère de son jugement, de son action politique. La notion de bien commun a disparu et ce qui compte, c'est effectivement l'individu, la société individuelle, individualiste, avec la dérive que l'on sait de tous les organes intermédiaires, les syndicats, les partis politiques et les organisations, les églises ou organisations religieuses. Donc je crois qu'on voit la fin de ce système aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et je ne suis pas et le populisme à l'intérieur en est un exemple qui supprime la représentativité entre le chef et le peuple. Et je suis d'accord qu'il faudrait réfléchir à la crise de la démocratie représentative, mais j'ai peur que ce soit une évolution malheureusement inextinguible. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois que l'évolution vers je crois qu'il faut quand même avoir une vision très précisément positive de l'ordre libéral. Je veux dire qu'après la guerre, on a construit quelque chose qui combinait assez largement l'État-providence, c'est-à-dire le refus de la collectivisation des moyens de production avec le welfare. On a construit des démocraties fondées sur les partis, la négociation, le pouvoir du Parlement, le respect des libertés. On a fondé une société internationale qui n'était pas seulement une société américaine, parce qu'on a effectivement, les démocrates américains ont encouragé la création de l'Union européenne, mais on a créé quelque chose, on a créé des bases qui étaient extrêmement intéressantes, extrêmement solides. L'idée, on a eu l'illusion avec la chute de l'Union soviétique qu'on avait gagné, enfin certains ont eu l'illusion, c'est la fameuse prophétie de Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire, et nous voyons revenir en force tout un ensemble de choses que nous détestons. C'est pour ça que je suis un tout petit peu gêné
par la mise en cause de ce qu'on appelle le néolibéralisme. Je n'ai d'ailleurs pas très bien compris ce que c'était que le néo par rapport à l'ultra par rapport au libéralisme tout court. Je crois personnellement que le libéralisme, dans sa réalité profonde, est une philosophie de gauche, est une philosophie de la liberté, est une philosophie qui ne célèbre pas l'écrasement de l'homme par l'homme. C'est le capitalisme qui est plutocratique et monopolistique. Le libéralisme implique un pouvoir de régulation d'État. Il est effectivement contre la concurrence faussée, pour parler comme les traités, et c'est un progrès. Et tout cela est profondément et dramatiquement remis en cause. Je crois qu'il faut quand même bien voir que ce que nous avons vécu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à ces dernières années, c'est la période la plus heureuse de notre histoire continentale, de notre histoire sociale, de notre histoire politique, depuis la fin des guerres coloniales en tout cas. C'est quelque chose de précieux. Et ce trésor, ce bien commun, alors nous avons tendance, nos sociétés ont tendance à le rejeter. Je crois que le problème fondamental du macronisme, ça a été de ne pas comprendre. En tout cas, les macroniens. Emmanuel Macron, avec ses grands discours historiques, peut paraître beaucoup plus subtil que cela. Mais les macroniens, émoliens, etc., de croire que la revendication fondamentale de notre société, c'est vrai, mais c'est pas bon, c'était la maximisation, comme l'a dit Nicole tout à l'heure, de l'individu. C'est une espèce d'individualisme nietzschéen. Alors qu'en réalité, je crois que l'analyse de Fourquet est beaucoup plus juste. Notre problème, c'est la dissolution d'un corps politique. Quand on réfléchit au contrat social, moi j'ai relu un peu tout ça cet été, Rousseau, etc. Quand on réfléchit à ça, on voit que le corps politique, c'est le corps politique qui, pour ça que je parlais de révolution néolithique, c'est le corps politique qui disparaît, qui se fragmente. Et donc le devoir fondamental des dirigeants publics, c'est de tenter de reconstituer ces liens de solidarité qui permettent, par exemple, d'avoir un second tour. La crise du second tour. Le second tour, c'est le moment où on fait le second meilleur choix, où on accepte de mettre le drapeau de ses convictions, non pas de les oublier, mais de dire il faut hiérarchiser en fonction de la morale de responsabilité, comme dirait Max Weber. Eh bien, ça, la crise du second tour, elle est partout. Il y a mes idées qui s'expriment au premier tour, et ensuite périsse le monde. Bon, il est clair que notre discussion autour de cette question de la violence a été nous a suffisamment occupés nous-mêmes, j'allais dire nous a suffisamment intéressés nous-mêmes. J'espère qu'elle le sera aussi pour nos auditeurs, pour que nous soyons arrivés maintenant tout proche de la fin de notre enregistrement. Béatrice Gibelin, vous voulez ajouter quelque chose ? On a quelque chose dont nous n'avons pas du tout parlé, c'est la question des violences identitaires. C'est-à-dire qu'on peut voir aujourd'hui dans certains quartiers, différentes grandes agglomérations, une violence qui s'exprime, soit par exemple sur des jeunes islamistes, où ce groupe et cette identité et ce projet, on va dire, religieux et politique, justifient une forme de violence. Et gérer ça, c'est extrêmement difficile. Et on n'en a pas dit un mot. Et puis, dernière petite chose, c'est-à-dire qu'il y a aussi, j'allais dire, un côté jouissif dans la violence à tout casser, quelque chose d'orgiaque dans cette violence-là. Si, c'est vrai, dans l'ensemble. Et ça, c'est extrêmement difficile à gérer. Mathias les bacchanales, les bacchanales sont apparus quand Rome était menacée par Hannibal. Mathias Fekl. Et à cela s'ajoute, mais ça mériterait sans doute une émission entière, la résurgence de l'antisémitisme, dont on sait que dans l'histoire, il est souvent le début de la fin, si j'ose dire, c'est-à-dire le début de résurgence d'autres violences. Et quand on regarde aujourd'hui les chiffres en France, en Allemagne, où c'était impensable il y a encore quelques années, et ailleurs en Europe, malheureusement, je crains que nous ayons confirmation de beaucoup des craintes exprimées au cours de ces minutes et heures de discussion. Eh bien, en ouvrant notre dernière séquence, cette séquence des brèves, c'est précisément de ça dont je vais parler, puisque aux éditions Philippe Ray paraît un livre de Serge et Beate Klarsfeld. Nos vies contre l'oubli, ce sont des entretiens
avec Laurent Grelsamer, de notre partenaire Le 1, je m'arrête simplement sur la question du traitement en France des Juifs pendant la guerre. Les Klarsfeld, qui ne sont pas seulement des activistes, qui sont aussi des historiens, établissent que, contrairement à la légende, il y a eu très peu de dénonciations. Il y a eu des dénonciations jusqu'en 1942, qui sont généralement des dénonciations venant de gens relativement précis, c'est-à-dire qui sont, par exemple, dans la même branche professionnelle et qui trouvent, sans doute savoir à quoi ils condamnent les gens qui le dénoncent, mais qui trouvent que c'est un moyen commode, bien qu'infect, d'obtenir une meilleure position dans le commerce. Pour les Klarsfeld, c'est essentiellement le recensement qui a permis les arrestations, c'est-à-dire en fait la confiance que les Juifs de France et d'Europe centrale réfugiés en France ont eu dans le système français. Et puis, autre chose qui va à l'encontre de ce que des vérités fabriquées par les paresseux, par les réseaux sociaux et par les gens intéressés sur l'importance du rôle des églises, les églises catholiques et protestantes. Les Klarsfeld disent que ce sont les églises et la population qui ont permis de sauver 75% des Juifs, d'une population marquée par la charité chrétienne et les valeurs républicaines inculquées par le curé et l'instituteur. Et les Klarsfeld de rappeler les interventions du cardinal Suard, du cardinal Gerlier, de Monseigneur Saliège, du père Chaillet, de l'évêque de Clermont-Ferrand qui a été envoyé en déportation, Monseigneur Piguet. Les deux mains. On les compte quand même un peu. Ils sont. Quoi qu'il en soit, le peuple catholique, oui, il y a une. Oui, enfin. Je renvoie aux travaux des Klarsfeld qui montrent que la hiérarchie catholique ne s'est pas conduite comme on raconte qu'elle s'est conduite et qu'on a tort de généraliser, surtout dans cette direction-là. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je voudrais, ça illustre un peu nos propos, saluer un livre que j'ai reçu récemment de son auteur, de Christophe Bellon, qui a fait une biographie, qui a fait sa thèse, puis une biographie sur Aristide Briand. Alors Aristide Briand, c'est exactement ce qui lui arrive, ce qui nous arrive actuellement, c'est-à-dire le prophète, c'est un libéral au sens plein du terme, c'est-à-dire un libéral d'origine de gauche, socialiste, qui n'a jamais opposé le libéralisme et la droite, qui a conçu la laïcité à travers la loi de 1905. La loi de 1905, c'est la dernière loi en réalité de la République opportuniste. Elle est faite déjà à l'époque radicale, mais en réalité, l'inspiration, c'est celle de Waldeck-Rousseau, c'est celle des grandes lois libératrices des débuts de la Troisième République. Et l'Europe, la paix, la civilisation, c'est évidemment quelque chose qui finit tragiquement, puisque Aristide Briand meurt à peu près au moment où Hitler prend le pouvoir, et donc tout ça tourne au cauchemar absolu, mais c'était une personnalité extraordinairement attachante. Alors, politiquement très savoureux, c'est l'homme qui a tout inventé. Et je dois dire, je citerai quand même ce mot que j'ai toujours beaucoup aimé chez lui, quand il passait pour ne rien connaître. Il passait par tout comprendre. Clémenceau avait dit de lui qu'il sait rien comprendre tout, à la différence de Poincaré, dont on disait qu'il savait tout mais ne comprenait rien. Donc Clémenceau disait, parce que Poincaré était en réalité très intelligent, et Aristide Briand promenait sur son ignorance à regard souverain en disant « Je suis d'une ignorance encyclopédique ». Oui, alors moi je vais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup touchée, qui est un roman, qui est Girl, qui a été écrit par Edna O'Brien, qui est une écrivaine irlandaise, qui dans une fiction, mais d'un réalisme absolument prenant, c'est une des filles kidnappées par Boko Haram, une de ses collégiennes, et qui ont été embarquées. Et c'est comme ce qu'elle va vivre dans cette situation absolument abominable. C'est d'une force. Alors, il faut préciser quand même que Edna O'Brien a 80 ans, qu'elle est allée faire une enquête sur le terrain au Nigeria pour écrire cet ouvrage, et qui montre comment la force d'une femme, et d'une très jeune femme, qui bien évidemment se trouve violée avec un bébé et qui sera donc rejetée quand elle arrivera à s'en sortir par toute sa famille, puisqu'elle fait courir un risque aux siens, c'est absolument remarquable. Et je pense qu'il faut lire ce genre d'ouvrage. Moi, je voudrais vanter les mérites
des mémoires diplomatiques que Gérard Haro, notre ancien ambassadeur à Washington, a fait paraître aux éditions Grasset sous le titre « Passeport diplomatique 40 ans au Quai d'Orsay ». Alors, Gérard Haro, c'était l'ambassadeur qui a fait ce tweet célèbre sur Trump où il disait « Après le Brexit, l'élection de Trump, un monde s'effondre. Vertige ». Et ce livre est intéressant parce qu'il y a 3 lectures possibles. Il y a la première lecture qui est une réflexion sur la fin de l'ordre néolibéral. Il dit « Je suis arrivé à Washington sous Reagan, je pars sous Trump, et dans ces 40 ans, j'ai vu disparaître l'ordre néolibéral. » Deuxièmement, donc il y a une réflexion très très intéressante là-dessus. Deuxièmement, il y a un récit diplomatique, 40 ans de politique étrangère de la France. Gérard a été ambassadeur en Israël au moment où il fallait rabobicher la France en Israël. Un passage Donc, très intéressant de ça, son c'est livre. très, très bien. Et puis, il y a surtout, alors moi, c'est ce qui m'a énormément intéressé, c'est une plongée dans le métier concret de l'ambassadeur, c'est-à-dire qui est à la fois un maître d'hôtel, un porte-serviette pour les ministres, une agence de voyage pour les chefs d'État, et une espèce de Machiavel diplomatique qui doit dénouer des négociations très difficiles. Et il prend l'exemple de la négociation avec l'Iran sur la non-prolifération nucléaire, et je trouve que cette plongée dans le concret est absolument passionnante. Donc voilà, Gérard Haro, Passeport diplomatique. Mathias Fekl. Alors moi, je voulais parler d'autres mémoires d'un grand diplomate, Claude Martin, qui a occupé aussi beaucoup des postes les plus prestigieux de notre diplomatie, qui a une personnalité sans doute différente de celle de Gérard Haro, et qui plonge, alors lui aussi, dans le quotidien du diplomate. Qu'est-ce que ça implique en termes de négociation, de capacité d'analyse et aussi de capacité de mise en retrait pour être un bon conseiller et bien aiguillonner la décision politique, et qui en particulier contient des pages passionnantes pour comprendre l'Asie, pour comprendre la Chine, et ça me paraît plus que jamais d'actualité. Merci à toutes et à tous. Je rappelle que cette émission a été préparée avec Sophie Jacquin et Olivier Magloire, que Benoît Carré assure la retranscription, le compendium de nos conversations, qui a été particulièrement utile et nécessaire à la suite de l'enregistrement difficile de la semaine dernière, que Nicolas Tourneau s'occupe de faire vivre notre site. Adrien Beccaria a enregistré cette émission pour le studio L'Arrière-Boutique et Julien Neuville l'a produit pour Nouvelles Écoutes. N'oubliez pas qu'en cliquant sur « Soutenez-nous » sur notre site, vous trouverez toutes les précisions pour savoir comment nous aider matériellement, car déjà vous nous aidez moralement.